Madame Octave, ce n'est pas encore l'heure de la pepsine, disait Françoise. Est-ce que vous êtes senti une faiblesse? Mais non, Françoise, disait ma tante. C'est-à-dire si. Vous savez bien que maintenant, les moments où je n'ai pas de faiblesse sont bien rares. Un jour, je passerai comme Madame Rousseau sans avoir eu le temps de me reconnaître. Mais ce n'est pas pour cela que je vous sonne. Croyez-vous pas que je viens de voir, comme je vous vois, Madame Goupil avec une fillette que je ne connais pas. Allez donc chercher 2 sous de sel chez Camus. C'est bien rare si Théodore ne peut pas vous dire qui c'est. Mais ce sera la fille à Monsieur Pupin, disait Françoise, qui préférerait s'en tenir à une explication immédiate, ayant été déjà 2 fois depuis le matin chez Camus. La fille à Monsieur Pupin? Oh, je vous crois bien, ma pauvre Françoise. Mais cela que je ne l'aurais pas reconnue. Mais je ne veux pas dire la grande, Madame Octave. Je veux dire la gamine. Celle qui est en pension, à Jouy. Il me ressemble de l'avoir déjà vue ce matin. Ah, à moins de ça, disait ma tante. Il faudrait qu'elle soit venue pour les fêtes. C'est cela. Il n'y a pas besoin de chercher. Elle sera venue pour les fêtes. Mais alors, nous pourrions bien voir tout à l'heure Madame Sazera venir sonner chez sa sœur pour le déjeuner. Ce sera ça. J'ai vu le petit de chez Galopin qui passait avec une tarte. Vous verrez que la tarte allait chez Madame Goupil. Dès l'instant que Madame Goupil a de la visite, Madame Octave, vous n'allez pas tarder à voir tout son monde rentrer pour le déjeuner. Car il commence à ne plus être de bonne heure, disait Françoise, qui, pressée de redescendre, s'occuper du déjeuner, n'était pas fâchée de laisser à ma tante cette distraction en perspective. Oh, pas avant midi, répondait ma tante d'un ton résigné, tout en jetant sur la pendule un coup d'œil inquiet, mais furtif, pour ne pas laisser voir qu'elle, qui avait renoncé à tout, trouvait pourtant à apprendre qui Madame Goupil avait à déjeuner. Un plaisir aussi vif, et qui se ferait malheureusement attendre encore un peu plus d'1 heure. Et encore, cela tombera pendant mon déjeuner, ajouta-t-elle à mi-voix pour elle-même. Son déjeuner lui était une distraction suffisante pour qu'elle n'en souhaitât pas une autre en même temps. Vous n'oublierez pas au moins de me donner mes œufs à la crème dans une assiette plate. C'étaient les seuls qui fussent ornés de sujet. Et ma tante s'amusait à chaque repas à lire la légende de celle qu'on lui servait ce jour-là. Elle mettait ses lunettes, déchiffrait Ali Baba et les 40 voleurs, Aladdin ou la lampe merveilleuse, et disait en souriant « Très bien, très bien. » Je serais bien allé chez Camus, disait Françoise, en voyant que ma tante ne l'y enverrait plus. Mais non, ce n'est plus la peine. C'est sûrement Mademoiselle Pupin, ma pauvre Françoise. Je regrette de vous avoir fait monter pour rien. Mais ma tante savait bien que ce n'était pas pour rien qu'elle avait sonné Françoise. Car, à Combray, une personne qu'on ne connaissait point était un être aussi peu croyable qu'un dieu de la mythologie. Et de fait, on ne se souvenait pas que, chaque fois que s'était produite dans la rue du Saint-Esprit ou sur la place, une de ces apparitions stupéfiantes. Des recherches bien conduites n'eussent pas fini par réduire le personnage fabuleux aux proportions d'une personne qu'on connaissait, soit personnellement, soit abstraitement, dans son état civil. En tant qu'ayant tel degré de parenté avec des gens de Combray, c'était le fils de Madame Sauton, qui rentrait du service, la nièce de l'abbé Perdreau, qui sortait du couvent, le frère du curé, percepteur à Châteaudun, qui venait de prendre sa retraite ou qui était venu passer les fêtes. On avait eu en les apercevant l'émotion de croire qu'il y avait à Combray des gens qu'on ne connaissait point, simplement parce qu'on ne l'avait pas reconnu ou identifié tout de suite. Et pourtant, longtemps à l'avance, Madame Sauton et le curé avaient prévenu qu'ils attendaient leurs voyageurs.